Bonjour à tous. Déjà, merci aux organisateurs pour cette belle invitation. Donc, j'ouvre ce symposium avec, l'apport de la cytométrie en flux appliquée aux hémopathies malignes aiguës. Hop. Donc, rapidement, le plan très simple, quelques rappels, quelques définitions. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet avec que doit faire la cytométrie dans le diagnostic et dans la maladie résiduelle. Alors, qu'est-ce qu'une leucémie aiguë? C'est une prolifération clonale de progéniteurs hématopoïétiques qui sont bloqués à un stade de différenciation, donc qui prolifèrent dans la moelle, qui vont finir par étouffer l'hématopoïèse physiologique et entraîner une absence de production de cellules matures et donc des cytopénies. Le diagnostic passe par le myélogramme, la réalisation d'un myélogramme, et il faut qu'il y ait plus de 20% de cellules blastiques pour définir une leucémie aiguë. Attention, cependant, le critère OMS 2022 a changé pour certaines LAM, où ce seuil de 20% a été baissé. Donc on peut induire un patient avec moins de 20% de blast en fonction des anomalies cytogénétiques et génétiques. Ce sont des moelles le plus souvent riches, avec une activité médulaire résiduelle qui est soit diminuée, soit totalement absente. On a bien sûr des critères morphologiques sur les blastes pour orienter plutôt vers une LA lymphoblastique ou une LA myéloïde. Les critères épidémiaux aussi, l'âge peut rentrer en compte, mais on peut avoir quand même quelques difficultés au niveau de la cytologie pour être sûr de la lignée des cellules blastiques que j'ai essayé d'illustrer dans cet exemple. Donc quand on décrit une cellule de taille moyenne à grande avec un haut rapport nucléocytoplasmique, une chromatine fine, un cytoplasme basophile et une nucléole, ça peut être une lymphoïde B, ça peut être une lymphoïde T, ça peut même être une M0. Un petit peu plus fort. D'accord, pardon. On rajoute à cette difficulté diagnostique des entités encore un petit peu plus rares, comme la leucémie à cellules dendritiques ou la leucémie mégacariocytaire. Voilà, où la cytologie, on peut l'évoquer, on peut se lancer des petits défis entre nous, mais on est quand même très confortable d'avoir l'immunophénotypage derrière. Alors rapidement, les principes de cytométrie, je ne vais pas trop m'étendre. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que pour les hémopathies aiguës, on travaille sur la moelle osseuse. Si on n'a pas le temps de faire l'analyse à réception, on conserve à température ambiante. On fait bien sûr aussi attention à trop de prélèvements, ça veut dire aussi potentiellement une hémodilution. Et le marquage derrière est quelque chose d'assez classique avec une liste des hématies qui se fait soit avant, soit après marquage en fonction de si on est en situation diagnostique ou en maladie résiduelle. Donc, à quoi sert la cytométrie au niveau du diagnostic? Donc, comme je l'ai évoqué, déjà à être identifié la lignée en cause. Les marqueurs identifiés doivent être des marqueurs forts de lignée. Les critères OMS n'ont pas changé. Pour dire qu'un blast appartient à la lignée myéloïde, il faut qu'il y ait de la myéloperoxydase ou des marqueurs de différenciation monoplastique. Pour la lignée T, il faut qu'il y ait présence du CD3 intracytoplasmique, et pour la lignée B, il faut que le CD19 soit présent, et en fonction de son intensité, il faut qu'il soit accompagné de 1 ou 2 marqueurs parmi le CD10, le CD22 et le 79A. Les cellules blastiques sont en général 45 faibles, avec une structure qui est en général bas, mais pas toujours en fonction de la lignée de l'ALA. Et pour dire qu'une cellule blastique appartient à une lignée, il faut que les autres marqueurs forts de lignée soient bien sûr négatifs. Sinon, on rentre dans des cas de leucémie plus rares à type de M-PAL pour mixte phénotype, acute leukémia. Si on a carrément 2 populations distinctes de cellules blastiques, on parle de LA biclonale. Et puis, si on n'a aucun des marqueurs forts de lignée qui sont exprimés, ne pas oublier que la leucémie à cellules dendritiques n'exprime pas de MPO, de CD3 ni de CD19. Je vous présente ici le tube d'orientation qu'on utilise au laboratoire à réception d'une suspicion de leucémie aiguë et qui répond donc très rapidement à ces marqueurs forts de lignée, à savoir la myéloperoxydase, le CD79A, le CD19 et le CD10 et le CD3 que vous avez ici. Le diagnostic pour les leucémies aiguës lymphoblastiques doit aussi permettre de classer la leucémie selon 4 stades que je vous détaille juste après, donc selon la classification EGIL. Et c'est dès le diagnostic qu'on met en évidence les phénotypes particuliers qu'on appelle LAIP, pour Leukemia Associated Immunophenotype Pattern. Ce sont des marqueurs qui sont soit présents sur les blastes et absents des cellules correspondantes physiologiques, soit l'inverse, absents sur les blastes et présents sur les cellules physiologiques. Et pour être un bon LAIP, ce marqueur doit être bien représenté sur la cellule blastique, doit être homogène.
ne pas moduler en cours de traitement, et ça regroupe en fait un panel assez large d'antigènes, puisqu'il peut s'agir de marqueurs d'infidélité lignée. On peut chercher aussi les expressions asynchrones d'antigènes et la sur- ou la sous-expression antigénique. Donc ce sont ces marqueurs qui vont nous servir pour la maladie résiduelle, et c'est important de les tester dès le diagnostic, donc non seulement de les mettre en évidence, est-ce qu'ils vont pouvoir me servir ou pas, mais aussi de les tester dans l'association, dans le panel qu'on va reproduire lors de la maladie résiduelle pour bien cartographier la cellule blastique. Donc pour les leucémies lymphoblastiques B, la classification des GIL est basée sur deux autres marqueurs que les marqueurs forts de lignée B. Il faut pouvoir tester le CD10 et la chaîne mu. Le stade B1 est caractérisé par l'absence d'expression de CD10. Nous avons le CD10 qui apparaît au niveau du stade B2. Puis on regarde la chaîne mu intracytoplasmique qui, si elle est positive, classe la LALB en LALB3. Et si la chaîne mu est positive en intracytoplasmique, on doit la rechercher en surface. Et si elle est exprimée en surface, on est dans ce cas dans un stade de LALB4. Voici rapidement un exemple de LALB. Vous voyez bien qu'on a expression du 79 A, du 19, expression du 10. Le CD22 ici n'est pas testé, absence de MPO et absence de CD3. Donc une LALB CD10+, et la chaîne mu ici est négative, du même niveau d'intensité que les lymphocytes T. Donc on est dans le diagnostic d'une LALB2. Une fois qu'on a bien fait ce diagnostic de LALB et qu'on l'a classé, il ne faut pas que ceci soit remis en cause par d'éventuels marqueurs d'infidélité qui peuvent être présents. Le 13 et le 33 en font partie. On conclura sur le phénotype de la leucémie comme étant une B avec marqueur d'infidélité lignée. Ça ne doit faire en aucun cas le diagnostic de mixte lignée, puisqu'il n'y a pas de MPO. Je vous l'illustre ici, donc des blasts CD19 qui ont une belle expression de CD33, et on était dans le cadre d'une LAL avec translocation 922. Dans la LALT, les GIL classent aussi selon 4 stades. Donc là, on a besoin d'un petit peu plus de marqueurs. En plus du CD3 intracytoplasmique, on teste le CD7 qui a pour le coup une expression qui est constante. Le CD2, le CD5 et le CD8 doivent être testés, et si au moins un de ces 3 marqueurs est positif, à ce moment-là, on passe au stade de T2. L'expression du CD1A classe la LA en T3 ou LAL corticale, et si le CD3 vient à être exprimé en surface, alors on a une leucémie de stade T4. Voici un exemple de LALT2. Donc rapidement, comme pour le précédent exemple, on n'a pas de MPO, on n'a pas de CD19, le CD3 en intracytoplasmique est bien exprimé, avec du CD7, un CD2 qui est positif et plus bas d'intensité que les lymphocytes, tout comme le CD5, et on n'a pas suffisamment de CD1A pour la classer en LALT3, donc c'est une LALT2. Là aussi, des marqueurs d'infidélité de lignée sont possibles. J'attire juste votre attention, et je vais développer juste après, sur la leucémie ETP, la LAL-ETP, qui a la particularité d'exprimer des marqueurs myéloïdes. Mais c'est en fait une entité qui est clairement à mettre à part des autres LALT, puisque son pronostic est beaucoup plus mauvais. Donc c'est une description qui a été faite en 2009 par une cellule issue de la lignée T, donc avec bien du CD3 intracytoplasmique, une expression faible ou absence du CD5, pas de CD8, pas de CD1A. Il peut y avoir expression du CD2, ce qui fait que selon les GIL, ces blasts sont soit T1, soit T2. Mais il y a au moins un marqueur d'immaturité ou marqueur myéloïde parmi le CD13, le 33, le 117, le 65, le 11B, le DR ou le 34. Donc important à tester dès le diagnostic, puisque c'est une réponse qu'on doit apporter à ce niveau-là, vu que le pronostic est très différent des autres LALT. Dans les LAM, le phénotype est beaucoup plus varié, ça va avec ces cytologies qui sont bien sûr très hétérogènes, anciennement le FAB M0 à M7, donc il y a au moins 7 phénotypes différents. Pour quand même pas trop rentrer dans les détails, ce que vous devez vraiment retenir, c'est que la leucémie M0 très indifférenciée à la cytologie n'exprime pas la MPO, mais on va pouvoir la classer en myéloïde grâce aux marqueurs myéloïdes et aux marqueurs d'immaturité. Ça la différencie des LAM avec ou sans maturation qui, elles, ont en plus des marqueurs myéloïdes vraiment la MPO qui est exprimée. On n'a généralement pas besoin du phénotype pour dire qu'une LA est pro-myélocytaire, une LAM3, puisque la cytologie est assez caractéristique, mais si on devait la phénotyper, elle aurait la particularité de ne pas avoir de DR et de 34.
Les LA monoblastiques à contingent, en tout cas monocytaires, vont avoir expression sur une partie ou la totalité des blastes de marqueurs monocytaires parmi le 64, le 4, un 33 très fort et le 14 est inconstant en fonction du degré de maturité de la cellule monocytaire. Faire attention au CD45 qui a une expression qui peut être aussi forte que celle des monos matures. Donc on n'est plus du tout dans la zone des Bermudes ici. Il ne faut pas louper des blasts à cause de ce gating-là. Et puis les LA qu'on a plus rarement en termes de présentation, les LA érythroblastiques et mégacariocytaires ont des marqueurs qui leur sont propres, le 71A et la glycophorine pour l'érythroblastique, le 41 et le 61 pour la mégacaryoblastique. Bon, c'est pas toujours aussi facile non plus. Et la rareté fait aussi que c'est plus compliqué, mais voilà, on teste plus large que les marqueurs myéloïdes entre guillemets classiques. Dans les LAM, on peut aussi avoir des marqueurs d'infidélité de lignée lymphoïde. Ça va nous intéresser vraiment pour la maladie résiduelle. Le profil peut être plus ou moins lié à une anomalie cytogénétique. Donc on peut essayer de s'amuser au niveau du phéno sur le cario, mais on ne dira jamais ça à nos cliniciens. Bien sûr, c'est la cytogénétique qui donne son résultat. Je vous illustre ici, comme j'ai fait pour les LA lymphoïdes, une LA avec une jolie MPO positive. Pas de 19, un tout petit peu de 79A, mais pas beaucoup, et du 34, pas de CD7. Et je ne vous ai pas marqué le plot, mais cette LA qui était bien une 821 avait une belle expression du CD56. Donc là, on a décrit les trois types de LA qui sont clear-cut d'un point de vue ligné. Donc on va parler maintenant de la mixte phénotype acute leukémia, où là, en fait, la cellule, donc on parle bien de la même cellule qui exprime à la fois plusieurs marqueurs forts de lignée que je vous ai illustrés ici. On a cette population blastique qui exprime du CD3 intracytoplasmique en même temps que la myéloperoxydase, donc c'est une mixte TM. Ce sont des LA qui sont plus rares, avec un pronostic généralement péjoratif, et l'OMS les classe soit en fonction de leurs anomalies génétiques, soit s'il n'y a pas d'anomalie génétique, à ce moment-là, c'est le phénotype qui dit. Alors voilà, c'est une B myéloïde, une T myéloïde, ou encore plus rarement une BT ou une BTM. Dans les autres bizarreries et dans les autres raretés, les cellules qui n'ont pas d'expression forte de marqueurs forts, par contre d'engagement dans les lignées, le CD3, le 19, la MPO, peuvent correspondre à une cellule issue de la lignée dendritique. La cytologie peut évoquer un petit peu, là aussi c'est pas toujours évident. Donc on se conforte dans cette idée du diagnostic de LA dendritique avec des marqueurs ici le 4, le 123, le DR qui est très fort, le 56 n'est pas toujours constant et comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup d'autres marqueurs qui peuvent être présents, donc le diagnostic est plus difficile et nous on fait volontiers appel après derrière au centre de référence. Pour la maladie résiduelle, alors qu'est-ce que déjà la maladie résiduelle? C'est la persistance dans l'organisme d'un faible nombre de cellules qui ne sont pas identifiables par des critères morphologiques, donc où on est en cytologie à un seuil de sensibilité de 1%. Pourquoi on a besoin d'aller voir plus bas en sensibilité? Parce que même si on est sur une rémission cytologique, il peut persister énormément de cellules blastiques dans l'organisme. Les techniques pour faire cette maladie résiduelle sont à la fois des techniques de biologie moléculaire et de cytométrie en flux. Et là, l'intérêt de la maladie résiduelle a clairement été démontré. Ça nous permet de vraiment faire une bonne évaluation de la réponse au traitement et donc ça a un impact derrière pronostic et dans les différents protocoles de traitement entraîne une adaptation thérapeutique. L'autre versant de cette maladie résiduelle, c'est que pour les patients qu'on est amené à surveiller, on peut détecter beaucoup plus tôt une rechute, en tout cas avant la rechute cytologique, voire la rechute clinique. Ce sont classiquement des myélogrammes sur des fins d'induction, de consolidation pour lesquels on fait la maladie résiduelle, mais également en prégreffe. Alors pourquoi faire en cytométrie plutôt qu'en biologie moléculaire? Parce qu'on a globalement un délai de réponse qui est plus court et on peut l'utiliser dès les temps précoces, puisque une fois qu'au diagnostic on a testé nos LAIP, dès le lendemain on peut faire un panel de maladies résiduelles. Moi, un aspect que j'aime bien dans la cytométrie, c'est qu'en plus de voir ou pas la présence de blast, on visualise vraiment le reste du prélèvement. C'est d'autres images que la cytologie, mais ça reste quand même des images. Et la sensibilité technique est de l'ordre de 10-4, un peu moins sensible que les techniques de biologie moléculaire, mais quand même sur des prélèvements très riches avec des LAIP très spécifiques, on peut descendre à 10-5.
Et on a 2 stratégies pour faire de la maladie résiduelle en cytométrie. L'approche LAIP, donc comme je vous l'ai dit, on cartographie les blastes au diagnostic et on utilise le même panel, les mêmes images pour suivre ces blastes sur les points de maladie résiduelle. Ou alors la deuxième approche, c'est l'approche DFN, pour Different from Normal, où là, on identifie des régions cytométriques où on sait qu'il n'y a pas de cellules physiologiques, et donc s'il y a des événements à cet endroit-là, c'est que potentiellement ce sont des cellules anormales. Donc ces 2 stratégies peuvent bien sûr être combinées, je dirais même elles doivent être combinées, ça permet de balayer beaucoup plus large et d'être sûr de ne pas passer à côté d'un switch phénotypique. Dans les LALB, la principale difficulté de la maladie résiduelle, c'est de ne pas confondre les blastes avec les précurseurs B, qui sont les hématogones. Ce sont des cellules qui sont très bien décrites, CD45 faibles, CD19+, qui ont du CD10. Et en fait, au fur et à mesure de leur maturation, elles vont perdre le CD34 et elles vont acquérir le CD20 avant de passer au stade de lympho B mature. Je vous présente ici un résultat positif de MRD de LALB, où en fait on gate sur les cellules CD19+, puisque c'est notre maladie de départ. Vous avez en rouge les hématogones, en bleu les lymphocytes B matures, et après on fait une association biparamétrique avec les marqueurs qu'on a identifiés comme étant LAIP. Vous avez ici pour les blastes une expression faible de CD81, une expression faible de CD38, une double association CD66C et 123 qui est positive, et un CD49 qui est positif. Et on regroupe l'ensemble des événements compris dans ces 4 fenêtres sous forme d'un cluster en CD45 qui nous quantifie le nombre de cellules blastiques à 246, et pour rendre un résultat de maladie résiduelle, on le divise par le nombre de cellules CD45+, qui nous fait ici quelque chose de positif à 0,05. Dans la LALT, même principe, on utilise des marqueurs d'expression, de sous-expression, de surexpression, des marqueurs d'infidélité lignée. Ici représenté, c'est un tube de maladie résiduelle qu'on fait en surface, donc on va guetter nos cellules T et blastiques sur le CD7, puis on décline les autres marqueurs T. Vous avez ici une cellule blastique qui a la particularité de ne pas exprimer le CD3 en surface, qui a un CD5 mais qui est plus faible que les lympho T, une belle expression de CD99, mais par contre avec un CD2 qui est très hétérogène, en grande partie négatif, mais il y a quand même une petite partie de la population qui est positive. Pas d'expression de CD4 ni de CD8. Et là, encore une fois, la compilation de toutes ces fenêtres en CD45 nous permet vraiment de définir le nombre de cellules de blast qu'on divise par le nombre total de cellules. Là, la maladie résiduelle a été fortement positive à plus de 18%. Alors, pourquoi faire de la cytométrie MRD LAL? Il faut savoir que ce sont les techniques de biologie moléculaire qui ont été les premières à faire de la maladie résiduelle dans les LAL. Donc, quelque part, la cytométrie en flux a dû prouver qu'elle faisait au moins aussi bien que la biologie moléculaire. Je vous présente ici une étude de Richard Garand qui vous illustre bien que dans les positifs, on est largement corrélé entre qPCR et cytométrie en flux, qu'on est bien corrélé aussi également dans les négatifs, qu'on explique quelques discordants par une moins bonne spécificité ou éventuellement si on n'a pas travaillé sur le même prélèvement médulaire et qu'on est un peu plus hémodilué d'un côté que de l'autre. Et il y a un certain nombre de discordants qui persistent, mais qui sont, en tout cas dans cette étude, inférieurs à 10-3. Donc, dans ces cas-là, on va plutôt conclure que les stratégies sont complémentaires, mais elles sont en tout cas au moins bien équivalentes. Donc maintenant qu'on a dit que la cytométrie faisait aussi bien que la biologie moléculaire dans la maladie résiduelle, on va pouvoir s'intéresser à des points qui sont plus précoces que le premier myélogramme de fin d'induction. Ici, 2 études qui ont à peu près les mêmes conclusions, à savoir si on regarde ce premier myélogramme qui est fait alors à J19 dans la première étude et à J21 sur l'autre, sur des cytologies qui sont en plus difficiles. La cytométrie permet à la fois de rattraper des faux positifs de cytologie et des faux négatifs. Donc on reclassifie bien le patient en termes de est-ce qu'il est bien en rémission cytologique ou pas. Mais même si on est concordant en termes de cytologie et cytométrie, finalement, la survie sans événement est différente en fonction du taux de MRD. Encore plus précocement, des études ont montré que le J15, alors fait dans la première étude sur moelle osseuse, dans la deuxième juste en bas sur sang périphérique, identifie bien aussi des patients qui sont plus à risque si on est encore positif à ce stade-là, et ce, quel que soit le résultat de la maladie résiduelle en fin d'induction.
En fait, du coup, ces différentes études nous permettent de dire que c'est bien d'être négatif en fin d'adduction. C'est un marqueur pronostic qui est fort, qui est indépendant, pas de souci. Mais c'est encore mieux si le patient négative plus vite ses blastes. En fait, si la clairance se fait plus rapidement. Dans la leucémie aiguë myéloblastique, généralement, quand on parle de maladie résiduelle, c'est de la cytométrie en flux, puisqu'il faut savoir que déjà à peu près 2/3 des patients ont une anomalie génétique, et que ce pourcentage peut largement chuter chez les patients de plus de 60 ans, et qu'en plus, toutes les anomalies génétiques ne sont pas utilisables pour le suivi en maladie résiduelle. Donc en gros, la maladie résiduelle des LAM se fait en cytométrie, sauf quand on a clairement un beau transcrit avec une belle sensibilité jusqu'à 10-5. On utilise beaucoup les marqueurs d'infidélité de lignée, et en plus, ils sont plutôt fréquemment représentés. Et après, on va beaucoup utiliser en fait, les voies de maturation physiologique pour comparer en fait, nos cellules blastiques à des moelles normales, c'est-à-dire des moelles qu'on aurait eues pour un tout autre contexte de leucémie aiguë, sur lesquelles on aurait testé les mêmes associations d'anticorps pour voir en fait, si nos cellules blastiques, sur des faibles variations d'intensité par rapport à un myéloblaste physiologique, peut servir au suivi de la maladie résiduelle. Voilà, je termine ma présentation en vous parlant des cellules souches leucémiques. Qu'est-ce qu'une cellule souche leucémique ? C'est l'équivalent malin de la cellule souche hématopoïétique. Elles ont été très bien décrites avec beaucoup de marqueurs, comme vous pouvez le voir à droite. Elles sont à rechercher dans le compartiment CD34+, CD38-. Et pourquoi on les recherche ? Parce que là aussi, c'est un facteur de mauvais pronostic. Dès le diagnostic, si on a plus de 1% des blastes si on a plus de 1% de cellules souches au sein de la population blastique, on n'a pas le même pronostic en termes de survie. Et elles sont même à chercher en cours de traitement, donc en parallèle de la maladie résiduelle, puisque là, des patients qui seraient MRD+, comme vous pouvez le voir, avec en plus une persistance de cellules souches leucémiques, ont vraiment un pronostic qui est moins bon. En conclusion, la cytométrie dans les leucémies aiguës est indispensable pour le diagnostic. Et dans la maladie résiduelle, on a vu qu'elle était largement applicable, à la fois dans les lymphoblastiques et dans les myéloblastiques. Elle est bien représentée pour une grande quantité de patients, rapide de réalisation et utilisable pour des temps précoces, ce qui fait que la maladie résiduelle est un très bon outil, la cytométrie est un très bon outil pour la recherche de maladies résiduelles. Merci pour votre attention.